Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café pour cet ultime rendez-vous de la semaine. Il y a 2 jours, nous étions quelque part au Cameroun avec un roi ou un chef, enfin quelqu'un que vous avez apprécié d'après les renseignements que j'ai eus. Et ben on va remettre ça, si vous me passez l'expression, mais peut-être pas de la même manière. Et vous allez voir pourquoi. Imaginez un instant que vous ayez atteint l'âge, sinon respectable, ou du moins solide, de 33 ans, et qu'à ce moment-là seulement, par l'intermédiaire d'un ambassadeur d'un pays lointain, vous receviez pour la première fois une lettre de votre maman. Voilà cette lettre. Votre mère vous a retrouvé. Si vous voulez qu'on n'en parle pas, on vous a jamais retrouvé. Si vous voulez retrouver votre mère, on va vous aider. J'ai trouvé ça d'un tact absolument extraordinaire. Alors ensuite, les choses se sont organisées de telle sorte que, effectivement, j'ai pu la retrouver. Je pars au Ghana. Alors, on fait les formalités. Et ensuite, à l'époque, l'aéroport d'Accra a été reconstruit. Il y avait un petit virage à faire, comme ça. Et effectivement, la délégation était descendue du village pour m'accueillir. Et je reconnais ma mère grâce au fait que dans les lettres qu'elle m'avait envoyées, il y avait une photographie d'elle. Alors je me mets à côté d'elle, on ne peut pas se parler, on ne parle pas la même langue. Mais elle veut savoir si c'est bien moi. J'ai une tache de naissance sur le bras, elle me demande de montrer le bras. Elle voit la tache de naissance, elle est rassurée, c'est son fils. Et ce fils est donc avec nous aujourd'hui sur ce plateau de Zigzag Café. Il se nomme Edward Koontz, docteur, mais je vous appellerai Edward ensuite si vous permettez, docteur, mes respects de la mi-journée. Vous êtes donc médecin en Suisse, vous êtes suisse, et cette maman lointaine, elle est ghanéenne. Dites-nous un peu comment la chose est possible. Bon, c'est une petite correction que je dois faire. C'est vrai que je la retrouve à l'âge de 33 ans, mais je suis né au Ghana et j'y ai passé les premières années de ma vie. En fait, j'ai quitté le Ghana, j'avais un peu plus de 4 ans. Mon père étant un Suisse, et pour des raisons d'éducation et d'autres raisons aussi, certainement aussi pour des raisons de sécurité, parce qu'à cette époque-là, il y a les premières émeutes, il y a des incendies sur certaines organisations commerciales européennes. Vous savez que le Ghana était le premier pays indépendant d'Afrique en 57, et qu'en fait déjà, dès 47-48, il y a des émeutes qui fait qu'il y aura pendant 10 ans un gouvernement mixte. Certainement aussi pour me mettre en sécurité, il me met sur un bateau et il m'expédie en Europe, où j'arrive en France, et de France, on vient me récupérer son frère cadet pour me faire vivre et m'éduquer chez lui. Donc j'ai été éduqué par mon oncle. Et j'ai eu comme famille, dans le début de ma vie, mon oncle et ma tante, où j'ai passé jusqu'à ce que mon père rentre d'Afrique, n'ayant strictement aucune idée qu'un jour je retournerai au Ghana. Je savais que j'étais ghanéen. Et aucune idée que vous reverriez votre mère? Aucune idée, absolument. Alors cette histoire, pour un certain nombre de ceux qui nous écoutent, cette histoire ne vous est pas totalement inconnue. En effet, nos camarades de temps présent l'ont racontée avec vous, grâce à vous. Et si nous revenons aujourd'hui dessus, c'est parce qu'entre-temps, du temps s'est écoulé, que les événements de la vie font que parfois on change un tout petit peu d'axe et de perspective. Mais si vous voulez bien, on va revenir justement au travail qu'avaient fait nos amis de temps présent pour raconter à la fois votre enfance et votre papa. Ce qui me paraît toujours bizarre, comme j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Suisse, en fait, c'est de penser que je viens d'ici. Je sais que la première langue que j'ai parlée, c'est la langue qu'ils parlent ici, le Fanti. Hein? Ça veut dire que je l'ai appris dans la rue comme tous les gamins, c'est-à-dire qu'on joue avec les gamins. C'est ici, près d'Elmina, sur la côte ghanéenne, qu'Edward Koontz a passé les premières années de sa vie.
dans ce lieu lourdement chargé d'histoire, d'où partaient pour l'Amérique il y a quelques siècles des bateaux chargés d'esclaves. C'est chez moi. C'est là que j'ai passé ma petite enfance. C'est là que je me suis construit. Donc l'émotion, c'est en fait de me dire, tiens, tu es chez toi. Je me sens ghanéen parce que j'y suis né, parce que ma mère est ghanéenne et que le nom de ma mère m'est cher. J'ai jamais compris si on était plus attaché au pays de sa mère qu'à celui de son père. Je ne sais pas si c'est un problème vraiment très important. Mon père est parti en 1916. On est en pleine guerre. Il a quitté Genève, exactement la rue Verdun. Et puis, il est parti travailler dans ce qui est aujourd'hui le Ghana, qui était à l'époque la Gold Coast. Il arrive à 18 ans, et à 18 ans, il faut qu'il se forme. Alors on l'envoie au fin fond de la brousse, dans une petite factory où il est tout seul. Il est tout seul, blond, hein, avec ces gens-là. Et il faut leur dire, écoutez, ce cacao, il faut que vous le travaillez, etc. Puisque le cacao, c'était... l'argent venait pratiquement que du cacao. Il a, d'une part, adoré ce pays, il a adoré la population, mais c'est un chef. Je veux dire par là, ces gens-là, il fallait les faire travailler, hein, pas les laisser faire n'importe quoi. Donc, on dirait que cet homme a été très, 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 très dur. Hein. Si je prenais un mot extrême, je dirais, mais c'est un négrier. Ce qui est faux. Lui, il a toujours pensé qu'il faisait partie des personnes qui contribuaient au développement de ce pays. L'idée complètement fausse, c'est les Blancs étaient en Afrique, exploitaient les Noirs et ne foutaient rien. Non, non, non. Mon père était toujours le premier au bureau, travaillait un minimum de 14 heures par jour. Et puis, le résultat, lorsqu'ils se rencontrent entre eux, on était en colonie britannique, avec beaucoup de Français, beaucoup de Suisses. Alors, ils jouaient au bridge. Et avant, ils buvaient un petit apéritif qu'ils appelaient le gin and bee, gin and bitter. Il y a le boy qui est là, il est presque au garde à vous. Mon père qui est assez dandy. On l'a compris en voyant ces images, en écoutant le début de ce témoignage. Vous êtes, j'allais dire, à cheval, en équilibre et peut-être même en déséquilibre dans un premier temps entre deux cultures, deux origines. Votre passeport dit que vous êtes suisse, vos études aussi. Votre teint dit que vous ne l'êtes pas totalement, ou qu'en tout cas il y a une autre origine quelque part. Alors je me permets de vous présenter face à vous quelqu'un qui va être un peu notre témoin. Vous l'avez vu hier dans l'émission de Zigzag Café. Il est syrien, il se nomme Adnan Azam. Et j'imagine, Adnan, que la découverte de ces premiers reportages, de ces premiers témoignages, de ces premiers documents doit vous laisser une impression un peu bizarre. Pas bizarre du tout, c'est l'émotion. Beaucoup de fraternité avec docteur, beaucoup d'émotions parce que nous on le survole à travers d'un reportage de quelques secondes, quelques minutes comme ça, mais je pense que lui il le porte totalement en lui. C'est énormément de charges, d'émotions et c'est formidable en tout cas cette retrouvaille, cet équilibre qu'elle trouve parce que j'imagine elle sera toujours africain d'Europe, comme moi je suis arabe d'Europe, on peut pas, je veux dire, au contraire, on est fier. Je pense qu'elle est devenue comme moi je suis aujourd'hui, si j'ose dire, le mot qui choque peut-être à polygame. Je suis un polygame, mais polygame de culture. Vous avez deux femmes culturelles, non, oui. Je ne sais pas si sont femmes ou hommes, mais en tout cas, j'ai deux cultures et je le vis pleinement et je suis bien avec ces deux cultures. Je ne me sens aucune contradiction avec les deux cultures. Et je le défends coûte que coûte tous les deux. Je ne supporte pas qu'un me dise les Occidentaux sont ceci, cela, et je ne supporte pas que mes nouveaux compatriotes parisiens, français, européens me disent les Arabes ceci, cela. Et donc, c'est formidable cette expérience et plein d'émotions et
des félicitations pour cette découverte. Alors, docteur, non, on a dit qu'on dirait plus docteur. Alors, Edward, mais c'est dur, hein. C'est dur pour moi. Je pense que c'est la pochette peut-être qui m'intimide. Mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Adnan, hein, je ne me trompe pas. Adnan, hein. Je ne peux pas ajouter grand-chose parce que j'aurais dit la même chose. À mon sens, ça a toujours été un avantage d'avoir deux cultures. Alors, au risque de choquer, je dis que parfois ça rend plus intelligent parce que ça permet de voir les choses de deux points de vue. Et puis j'aurais dit comme lui, j'ai eu toujours horreur des quelques amis qui m'ont accompagné au Ghana parce que les gens sont effectivement très accueillants, très gais, très chaleureux, etc. Et qui me disaient, c'est beaucoup mieux ici que chez nous. J'ai dit non, différent, mais différent. Mais effectivement, donc je ne veux pas trop ajouter là-dessus parce que je dirais exactement la même chose. Mais ça nous permet toujours d'avoir deux points de vue et je trouve que c'est un immense avantage. Absolument. De voir le monde en relief d'une certaine manière. Ouais, je trouve que c'est un immense avantage. Moi, je le vis comme l'a dit Camus, unité et diversité, et jamais l'un sans l'autre. On est complémentaires et je combats pour la complémentarité, comme je le dis hier, cette dialogue de civilisation et pas de choc de civilisation. Mais avec un petit avantage et sans rajouter, mais parce que je l'ai toujours vécu comme ça. Et Camus, moi j'écris pas d'abord, mais Camus, dans la préface de L'Envers et l'Endroit, il dit qu'il y a une inégalité au départ. Il y a ceux qui sont nés au soleil et les autres. Et qu'en fait, lui, il ne parle pas d'argent. Hein, et il dit que ceux qui sont nés au soleil ont un petit avantage. Hein, et je dis toujours, nous avons l'avantage d'être nés au soleil. Et ça se voit un peu, c'est très agréable. Bon, revenons à nos moutons, revenons à notre histoire, parce que vous n'avez entendu, Adnan, que le début de cette histoire. Nous allons voir quelle place a pu tenir votre mère à la fois dans votre enfance et aussi, tout bêtement, dans les photographies. Dans tourne les pages de l'album, il n'y a aucune photo de ma mère. Ça, on peut tourner aussi longtemps qu'on veut. Alors, la rencontre de mon père et de ma mère, en fait, je n'en connais que les relations qu'on m'en a données. Les femmes font du farming, c'est-à-dire qu'elles cultivent, principalement au Ghana à l'époque, en Gold Coast, c'était le cacao. Les grosses compagnies européennes faisaient le commerce avec les Ghanéens. Et ma grand-mère, qui était une femme riche, avait fait un bon commerce avec mon père. Et ils étaient contents les deux. Hein. Elle avait gagné de l'argent, lui, il trouvait qu'il n'avait pas payé trop cher. Et alors ma grand-mère a fait un cadeau à mon père et lui a fait cadeau de ma mère. Et c'est comme ça que quelques temps après, l'espace normal de la biologie, c'est-à-dire moins de 10 mois après, je nais. Tout le monde n'était pas content de ce qu'avait fait ma grand-mère. Ce cadeau, ça ne plaisait pas à tout le monde. Quand je suis né, ma mère avait 14 ans. En général, les Anglais, eux, faisaient des enfants qu'ils laissaient là-bas et ne les reconnaissaient pas. Lui, mon père, il reconnaît tout à fait. Il dit, cet enfant, voilà, je payerai. Il fera des bonnes études, il n'y a aucun problème. Il fera des bonnes études. Bon, vous les avez faites, vous êtes médecin, vous êtes professionnellement parfaitement épanoui, vous êtes familialement parfaitement épanoui. Mais j'imagine tout de même qu'il y a eu un moment lors de cet arrachement qui n'a pas été facile, même si vous n'aviez que quelques années. La dernière mangue, la dernière noix de coco, ça n'a pas dû être très facile. Alors, c'est difficile de le dire parce que ça, c'est une vision a posteriori. En fait, dans la suite des choses, sur le moment, ça a été très facile. J'ai passé une enfance facile, heureuse. Et on parle de l'Afrique, là, ou on parle de l'Europe? On parle de l'Europe, quand j'arrive en Europe. Et en somme, de l'Afrique, très peu de souvenirs. Ils se sont assez vite effacés, sauf quelques petits détails anecdotiques, comme une balançoire dont je me souviens. Et je me souviens des jeunes filles avec qui aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont plus de 60 ans, avec qui je jouais sur ces balançoires. Je me souviens de petits détails de la vie. Mais en fait, j'étais bien accueilli en Suisse. J'ai eu des oncles et tantes qui sont devenus mes pères et mères, une cousine qui est devenue ma sœur. Vous avez changé de vie, quoi. J'ai changé de vie et je ne peux pas dire... Alors, qu'à aucun moment, j'ai été vraiment, vraiment troublé. Je l'ai été
le jour où j'ai réalisé qu'en fait, dans cette société, je n'étais pas dans tous les cas considéré comme les autres. Et j'ai réalisé que j'avais une part d'Afrique que lorsque j'avais 18 ans à peu près. Alors, à ce moment-là, commençait de se poser des problèmes. Mais sinon, je peux dire que j'avais non seulement une enfance heureuse, mais j'étais même le petit chouchou de la famille, celui qui n'était pas comme les autres. D'ailleurs, ma cousine avec qui j'ai été élevé m'a dit, alors qu'elle avait près de 40 ans, m'a dit, c'est quand même épouvantable, tu m'as volé une partie de mon enfance parce qu'il n'y en avait que pour toi. Donc j'étais le petit chouchou. Plus tard, c'est extraordinaire, parce que plus tard, quand je retourne en Afrique à l'âge de 33 ans, il se passe exactement la même chose. Je suis celui qui vient de l'extérieur et je redeviens petit chouchou. Donc, je ne pourrais pas dire que de ce point de vue-là, j'en ai vraiment souffert. Bon, là, vous parlez de la part de bonheur, et c'est vrai que c'est peut-être seulement a posteriori que vous avez pris conscience du fait que vous aviez été arraché non seulement à une partie de votre culture, mais à votre mère. Cela dit, même si c'est rétrospectif, ça doit être un peu lourd à porter. Vous, Adnan, par exemple, imaginez un instant que dans la situation un peu troublée qui est celle du Moyen-Orient, tout à coup, vous soyez coupé de votre mère ou de votre père, mais disons de votre mère, et que vous n'ayez plus de nouvelles pendant plus de 20 ou de 30 ans. Je ne sais pas si l'émission nous permet de parler de destin. C'était absolument pas prévu que je vous fais une confidence que je ne l'ai jamais évoquée dans ma vie, parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais 4 ans, une femme qui est passée dans la rue, il m'a volé et il m'a amené au Liban pour une famille riche. J'ai la chance que mon père était un homme puissant. Il a remis terre et ciel pour me faire revenir dans la famille. Donc, j'ai cette angoisse qui m'a quand même secoué longtemps. Mais je reviens à notre ami. Si j'ose philosopher un petit peu ou spiritualiser un petit peu ce qui se passe, je pense que vous avez un destin qui, sur vos épaules, vous supportez lourdement un énorme impôt que vous payez pour établir un pont entre la Suisse et votre pays d'origine. Sans cet enlèvement, il n'aurait absolument pas pu le faire. Donc, moi, je le vois comme ça. Je ne veux pas le rendre en état, une situation banale, juste un Suisse qui débarque là-bas, qui fait un enfant, qui le vole à sa maman et pour l'amener ici. Je veux être en cohésion avec moi-même pour croire que c'est votre destin, pour être un véritable pont, pas un pont artificiel, mais un vrai pont entre la Suisse et votre pays d'origine. Oui, parce que ce destin qui est devenu le vôtre, aujourd'hui vous êtes roi chez vous, vous êtes docteur chez vous et roi chez vous, mais c'est pas le même chez vous. En fait, ça n'aurait pas été le cas si vous étiez resté là-bas, vous seriez resté le fils du colon. Ah, je peux pas réécrire l'histoire. Plusieurs choses se seraient passées. En admettant que j'ai eu les mêmes capacités, un environnement favorable, en réalité, j'aurais pu faire des études en Afrique. Oui. Si je cite le plus illustré d'entre les Ghanéens, Kofi Annan, il a été jusqu'au niveau de ce qu'on appellerait le bac ici, à Accra, au Ghana, quelques années avant moi. Il est à peine plus vieux que moi. Donc, il aurait été possible que je fasse des études de médecine en restant au Ghana. Le fait de mon départ en 1947, les choses sont pas très claires. Hein. Une fois de plus, on me raconte et moi je répète et j'interprète aussi. Par contre, sur les signes du destin, il y en avait 2 qui me plaisaient beaucoup, de signes du destin. Une des dernières images qu'on a vues, c'était une maison qui était dans une rue qui s'appelle aujourd'hui Independence Avenue et qui s'appelait Dodoa Road à l'époque. Et cette maison n'existe plus, elle a disparu il y a 2-3 ans. Énorme maison coloniale qui appartenait à la Compagnie française de l'Afrique occidentale. Et plus tard dans cette maison, j'ai vécu en face d'un petit bungalow pendant un coup d'État où notre ancien président, Jerry John Rawlings, prenait le pouvoir. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'avais déjà rencontré Rawlings juste auparavant, traversant le jardin. J'ai trouvé fantastique ce destin que Rawlings habite la maison où j'ai passé une partie de mon enfance. La deuxième chose, c'est le passeport. Vous avez parlé, j'avais un passeport suisse. C'est vrai, j'ai un passeport suisse, mais j'ai aussi un passeport ghanéen.
Et je me suis battu pour avoir un passeport ghanéen pendant longtemps, parce qu'ils ne voulaient pas me le donner. Parce que j'ai eu un passeport suisse de la naissance, et le Ghana interdit la double nationalité. Interdisait, puisqu'aujourd'hui c'est permis. Je me suis battu comme un fou pour l'avoir. Je l'ai eu, ce passeport. Parce que pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles... Les vôtres, ceux où vous êtes allé à cheval. Ouais, Hein? les mêmes. Alors, si vous êtes allé à cheval, ces Jeux Olympiques, ils m'ont valu une chose, c'est qu'ils ont envoyé une lettre, l'ambassade, à tous les Ghanéens de l'étranger ont reçu une lettre pour leur demander de donner un support financier à l'équipe olympique du Ghana. Ce qui prouve qu'ils m'avaient enregistré parmi les Ghanéens de l'étranger, mais sans avoir la nationalité. Hein. Et j'étais le plus gros donateur, j'ai donné 500 francs suisses et j'étais le plus gros donateur mondial pour l'équipe du Ghana. J'ai reçu des médailles que j'ai distribuées à des enfants qui étaient tout heureux. Oui. Et j'ai reçu une lettre qui commençait par dire compatriote. Quand j'ai vu plus tard l'ambassadeur, j'ai dit c'est très gentil de m'appeler dire compatriote, mais vous ne me donnez toujours pas de passeport. Et un matin de 89, dans ma case postale, il y a une lettre express du Ghana. Ce qui était rarissime, et cette lettre simplement m'annonce la mort de ma mère. Et 2 heures après, le chauffeur de l'ambassadeur arrivait à mon cabinet en m'apportant mon passeport ghanéen. Mais ça... Exactement le même jour. Hein, c'est extraordinaire, je trouve, quand même, comme coïncidence. Hein. Est-ce que ça ne rejoindrait pas ce que disait avant-hier Emmanuel Kamdem, c'est-à-dire qu'en fait, de par la mort de votre mère, vous veniez de vous substituer à elle et donc de devenir ghanéen? Oui, je ne sais pas si je pourrais dire comme ça. Parce que là, je me sentais... sur les faits, avec le papier, oui. Mais alors là, ça fait quand même un bout de temps que je me sentais ghanéen. Et qu'on vous reconnaissait comme tel. Oui, j'ai été reconnu comme tel tout de suite. Si vous prenez ma famille, ma tribu, le gouvernement ghanéen me reconnaissait comme tel d'ailleurs, puisqu'il me demandait de l'argent pour les Jeux Olympiques. Hein? Il ne me donnait simplement pas de passeport. Mais dans une des plus grandes villes du Ghana, qui est Londres, vous aviez des dizaines de milliers de Ghanéens qui n'avaient pas de passeport ghanéen, je veux dire, ils n'étaient pas pour autant des non-ghanéens. On est déjà beaucoup plus loin dans l'histoire. Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on remonte à l'autre partie, l'autre phase de votre vie. Voilà, vous avez un peu plus de 4 ans, on vous amène en Suisse, et votre enfance va se dérouler de manière heureuse. J'allais dire apparemment heureuse, non? Heureuse. Alors en Suisse, c'est toute une famille. On a Colombier, j'habite une rue qui s'appelle la rue du Sentier, j'habite la maison où habitait mon oncle, mais qui était la maison de mon père, qui avait déjà été celle de mon grand-père. En face, il y a une petite épicerie qui appartient à ma tante. La maison d'à côté habite mon oncle Léon, ma tante Berthe. La maison... Enfin bref, tout le quartier était de la famille. Je suis devenu très rapidement le petit chouchou de la famille. Les choses auraient pu mal se passer. Hein. Mes oncles et tantes, gens courageux. Mon père leur dit, je vous envoie un gamin de 4 ans et occupez-vous-en. Hein. Et ils sont occupés de moi d'une manière admirable. C'est étonnant avec ces images parce qu'apparemment dans la famille on avait le goût de, et peut-être aussi tout bêtement parce qu'à l'époque c'était pas forcément bon marché, mais les moyens d'avoir une caméra amateur, on vous a suivi et on vous voit grandir. Hein? Alors, bon, les images, photos et puis les films, c'est mon père qui avait ça. Il a toujours filmé. D'ailleurs, je l'ai toujours, cette caméra, qui est très pratique parce qu'on peut la mettre dans la poche. Hein. C'est une belle comme ça grande, c'est un petit bijou. Mais ceci dit, c'est vrai, on a pu suivre comme ça. Mais le plus important, quand je revois ça, c'est que c'était une famille qui était 30 personnes ou 40 personnes. C'est-à-dire qu'on est au début des années 50, fin des années 40, et une réelle tribu quasiment. Complètement différent de ce qu'est la Suisse d'aujourd'hui. Ouais. En fait, c'est ça que je trouve extraordinaire.
ce qui est le plus dépaysant, je trouve, c'est la Suisse d'aujourd'hui. J'ai passé une enfance avec une Suisse où j'allais d'une tante, chez un oncle. Aujourd'hui, c'est fini. J'ai des cousins germains, je les vois, sauf la cousine avec qui j'ai été élevé, qui est ma sœur, ensemble. Mais bon, j'ai téléphoné hier à une autre de mes cousines, mais en fait, on se voit relativement rarement. Tandis que là, j'ai passé mon enfance où tout un quartier, en fait, toutes les maisons, on était des membres de la famille. En fait, pratiquement comme en Afrique. C'est-à-dire que votre tribu suisse vous a d'une certaine manière préparé involontairement à revenir plus facilement dans votre tribu africaine. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. On avait une vie pratiquement tribale quand on était enfant. Et je pense que beaucoup de gens ici en Suisse qui ont dépassé la cinquantaine doivent pouvoir s'y retrouver. Hein? Mais ça a changé. Et ce changement, je pense qu'il est très très important. Je crois que pour moi, la société suisse ou européenne, en général, de mon enfance n'est pas la même. Non, ça c'est sûr. N'est pas la même. Alors qu'en Afrique, elle est restée la même et que peut-être en Syrie, elle est restée presque la même. Dans tous les mondes arabo-musulmans, africains, il est resté pratiquement la même. Depuis une dizaine d'années, on commence à voir, c'est-à-dire, ça se passe, ce qui s'est passé dans les années 68, ici, c'est en train de se passer là-bas depuis une dizaine d'années. La révolution des têtes et des mœurs. Plus ou moins, oui, absolument. Donc, ici, pour moi, je considère que la vie commence réellement à changer depuis les années 68. Tout cassé, malheureusement, sans aucun projet d'avenir. Enfin, je ne veux pas mettre en cause. Le principe du journalisme, c'est les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Là, on est dans le commentaire. Donc, pour moi, je trouvais que c'était dans la précipitation. On casse sans préparer un projet d'avenir. On dit on verra. Et voilà, aujourd'hui, sans critiquer, mais la famille, elle est totalement disloquée. Beaucoup de coutumes et des bons coutumes, on ne le voit plus. C'est vrai que la solitude n'arrange personne. Et la communication, on vit à l'époque de l'Internet et de communication à haut débit, mais ça se passe à travers des machines. Ce qui fait que l'homme devient un petit peu dans les grandes villes comme un fantôme. Il parle tout seul. Alors, je crois que c'est un sujet important parce que je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne peux pas m'exprimer en tant que spécialiste et je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais je reste persuadé que la disparition de la famille ici, parce que c'est une disparition, hein, on arrive bientôt à être comme aux États-Unis, où vous savez que beaucoup de gens ne connaissent pas leur cousin germain, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire, eh bien, a des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on croit. Hein, et ça a certainement une influence sociale et politique sur la manière de vivre des gens. Si j'avais des études, je suis sûr qu'on pourrait montrer que la croissance des inégalités est due à la diminution du lien familial. Mais je peux pas le faire, bien sûr. J'ai pas les moyens, mais je le perçois. Alors ça a un certain nombre de conséquences. Je veux dire, cette enfance, j'allais dire presque tribale en Suisse, c'est qu'évidemment, entre-temps, vous faites des études, vous devenez médecin, après des études à Paris, vous revenez en Suisse. Aujourd'hui, vous êtes médecin, mais vous êtes, je pense, un des rares quand même à continuer à aller faire des visites à domicile. On regarde d'ailleurs. Voilà, on est prêt? D'accord. Allez-y. Hop. Déjà fait un petit coup et c'est piqué. Voilà. Du tout. Et c'est fini. C'est déjà fini? Ouais. Eh ben, dis donc. En principe, ça saigne pas, mais je vous mets un petit sparadrap Si au cas où, pour pas que ça tâche. Si jamais. Pour pas que ça tâche vos habits. Voilà, ça y est, c'est fini. Alors voilà le docteur Kunz dans son cabinet de Versoix. Je dois rectifier pour mes confrères de Versoix. Ils font tous des visites à domicile. Ça continue, hein? Oui, parce qu'ils ont choisi de ne pas être totalement en ville. Voilà, absolument. D'une certaine manière, c'est peut-être parce qu'ils voulaient faire des visites à domicile qu'ils ont choisi Versoix, qui est pour ceux qui ne sauraient pas, une petite ville à la périphérie semi-proche de Genève. Mais ceux qui sont dans Genève, je dirais, ne veulent plus et surtout ne peuvent plus. Hein? Donc ça, c'est merci de la précision. Donc tout à l'heure, on voyait, ça a été le premier reportage, on voyait le moment où vous découvrez non pas l'existence de votre mère, mais le fait qu'elle est toujours vivante et qu'elle vous recherche et qu'elle veut vous voir. Entre-temps, eh ben, ma foi, vous retournez à plusieurs reprises.
au point qu'à un moment, vous allez devenir persona grata, persona très grata dans votre propre village, et vous allez un jour devoir vous préparer à une grande cérémonie. Regardez. Yes. C'est clair, parce que j'ai jamais autant de difficultés à le mettre. Hello? Joshua? Yes. I have a car, no problem. Mais je suis con. C'est pas facile tout seul. Sister, could you finish I look with my hand? Okay. Pourquoi est-ce que vous vous rasez la tête? Parce que les chefs sont toujours rasés. Ça a une signification particulière? C'est un signe aussi bien que l'habit que je porte, que le collier que je porte. Parce que quand on porte ce qu'on appelle le headgear, la couronne, on doit toujours être là. Là, je ne mets pas la couronne, mais il faut quand même que je sois rasé. Voilà, j'ai bien compris, vous êtes aujourd'hui aussi rasé ou à peu près, donc vous êtes toujours chef. C'est donc avec beaucoup de révérence que je vais poursuivre en votre compagnie je dirais ce voyage presque initiatique. Et oui, presque initiatique parce que l'endroit où vous allez, c'est une cérémonie, mais c'est aussi d'une certaine manière une intronisation. Bon, là, j'ai pas vu les images, donc je sais pas si c'est Alors une écoutez, intronisation c'est très ou simple, pas. on les regarde, on les commente. D'accord. Allons-y. La tradition veut que tout jeune homme qui partait en guerre, quand il quittait la tribu, il partait en guerre. S'il revenait vivant, c'est qu'il avait gagné la guerre. Hein. On est victorieux ou mort. Je revenais longtemps après et de loin, et j'avais gagné la guerre, ce qui symboliquement était vrai. Et je considère que ce n'est pas usurpé, que je suis réellement un guerrier victorieux. Ce qui me donnait le droit, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas eu de guerre depuis longtemps, ce qui me donnait une aura énorme, ce qui me donnait le droit à porter un bracelet de perles, ce qui me donnait le droit à porter le kente, et ce qui me donnait le droit, dans les grandes cérémonies, d'être assis à la droite du chef du village, le Benkumhene, comme on appelle de l'époque, qui était mon oncle, de son nom Nana Patankise II. C'est un de nos fils. Sa mère vient de chez moi et son père de chez vous. Et notre relation est vraiment très profonde. On dit ici que le sang est plus épais que l'eau. C'est pour ça que la deuxième fois qu'il est venu ici, nous l'avons porté sur le trône. Parce que nous savions qu'il pourrait nous venir en aide. Adnan, dans votre pays en Syrie, si une jeune fille épousait un garçon américain, qu'elle donne naissance à un enfant métis en Syrie, que cet enfant parte faire des études aux États-Unis, puis revienne à l'âge de 30 ans ou à peu près, il pourrait être considéré comme est considéré dans son village, Edward Cones? Le métissage n'est pas une barrière. Ça a été, il l'est toujours un petit peu, bien sûr, mais après, il y a la force de l'homme. Pour être très vite, si ce garçon aura le même parcours que Dr. Cones, qui revient avec d'honneur et de fierté et d'aura, de chef, elle trouvera sa place. Alors, ce qu'il faut dire, docteur, c'est que vous avez une femme qui est suisse, 2 filles qui sont suisses. Écoutez brièvement ce qu'elles disent de votre situation.
Chez notre famille, bien sûr là-bas tout le monde s'appelle cousin, cousine, frère, sœur, à des degrés très éloignés. Déjà quand on nous voit, ma sœur et moi, bon déjà l'une et l'autre on est très différentes et on n'a pas vraiment de traits typiquement africains. Bon, maman est suisse donc c'est sûr qu'on a plus hérité de son côté, mais c'est sûr que c'est surprenant quand même pour notre entourage de savoir qu'on a un père qui est seulement africain mais qui est aussi chef de village. C'est ça qui est surprenant. Chef de village, aux yeux de votre fille, de vos filles, vous êtes qui en fait? Bon, chef de village, je suis obligé de les reprendre parce que je ne suis pas chef de village d'abord. Mais, vous avez vu, mais elles ont de la peine à comprendre. Ça fait des années que ma femme essaie de comprendre la hiérarchie de ma tribu et c'est très très compliqué. Mais disons que je suis un chef de tribu et non pas de village. Ceci dit, bon, mes filles, elles aiment bien y venir, mais c'est vrai que c'est normal que tout leur paraisse étrange comme ça. Elles ont une situation très bizarre, mais elles ne renient pas le fait qu'elles ont un père qui est suisse et ghanéen. Pour revenir un tout petit peu en arrière, il faut que je répète que j'ai de la chance parce que je suis né du bon côté. Dans la plupart des tribus du Ghana, la plus célèbre étant les Ashanti, on a un système matrilinéaire. J'étais le fils de ma mère, ce qui fait que j'étais acceptable tout de suite. Et pour les Suisses à l'époque, ne pouvaient être Suisses que les enfants du père. Souvenez-vous qu'à l'époque, une mère ne pouvait pas donner la nationalité. Je suis né dans le bon sens. Si ça avait été l'inverse, tout était complètement différent. Donc si vous aviez été une fille... Si j'avais été d'un père ghanéen... Et d'une mère suisse, je n'aurais pas été suisse de naissance, parce qu'à l'époque, seul le père pouvait le transmettre. Et au Ghana, la matrilinéarité, qui est aussi une chose excessivement compliquée pour les gens qui ne la connaissent pas, sachez toujours qu'on hérite de son oncle maternel. Par exemple. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Mais en 20 ans, vos filles n'ont pas compris. Voilà. Donc, je crois qu'on ne va pas y arriver cette fois. C'est ça. Mais bien comprendre qu'on appartient à la lignée de sa mère et non pas à la lignée de son père. Voilà ce que ça veut dire. Le contraire de la Suisse. Absolument. Alors, on retourne chez vous, car désormais, vous êtes roi. Chef de guerre, il n'y a pas de guerre. Ils ne font pas grand-chose. Le développement dans une tribu aussi pauvre que la mienne devenait une charge énorme, une responsabilité énorme. Et vous ne pouvez pas être nommé une Nkosso-Henné et décevoir votre peuple. Là, j'ai essayé petit à petit de comprendre comment je pourrais développer. Il a fallu se battre énormément. La route s'est faite. Je ne dis pas que la route, c'est moi. C'est le gouvernement qui l'a construite. Mais j'ai joué une part importante et c'était ma première réalisation, si on veut, comme Nkosso-Henné. Les Nkosso-Henné, Nana Kwabena Atu, Nana Oula, donc pendant Dr. Kunz, Nkosso-Henné. Les détours après, même en Konya, Wankan, Somi, Alme, Ambli, Aborofo. Nanain, Anna, brother and sister, today I'm happy to announce you that we are now ready with the foundation to build an hospital and to help not only for the medical care, but the education in our region. And in advance, I thank you, Fabiato. Je m'y habituerai jamais en somme. Chaque fois que je suis ici, je me dis, c'est bizarre, tu es médecin à Genève, puis en même temps,
tu appartiens à cette communauté, j'y suis né, ça remue toutes sortes de vieilles choses. Alors, ces images, Edward Cohn, ont été tournées il y a quelques années déjà. C'était il y a quoi, 4 ans 4 ans. 4 ans. Un certain nombre d'événements. Enfin, le monde évolue. C'est-à-dire que les travaux que vous aviez entrepris, que vous avez fait entreprendre, se sont poursuivis. On peut en dire un ou deux mots. Vous me permettrez de dire une chose plus personnelle, c'est que depuis lors, vous avez peut-être, par votre propre expérience personnelle, été amené à considérer la mort d'une autre manière, puisqu'elle aurait pu s'approcher de vous. Et puis le temps a filé, et le temps, disait Einstein, le temps n'existe pas, seuls les événements comptent. Ces événements se poursuivent, mais ce temps, il faut en parler lorsqu'il s'écoule, un peu comme dans le sablier. Voici ce que vous disiez il y a 4 ans. Ici, on a le sentiment de la durée. Et quand je dis, souvent ça fait rire, mais quand je dis que c'est pas que je me réjouisse de mes funérailles, mais c'est de savoir que j'aurai une grande funéraille, que je vais rester dans l'histoire de cette contrée et en même temps du pays, parce que quand on fait quelque chose ici, c'est plus large. Naturellement, en dehors du fait que ça flatte un peu l'ego, mais quand même, oui, ça représente quelque chose, bien sûr. C'est cette phrase que vous prononciez il y a 4 ans pour dire je me réjouis qu'un jour j'ai ici mes funérailles. Vous la prononceriez encore aujourd'hui? Toujours, oui, bien sûr. Bon, de toute façon, c'est une chose indispensable. Il n'est pas pensable pour mon peuple. C'est toujours aussi un gros problème de dire mon peuple. Il ne m'appartient pas, mais c'est cette manière qu'on s'exprime. Qu'il n'est pas mon corps à ma mort. Ça, c'est déjà une chose non pensable. Et bon, c'est pas rationnel, mais est-ce que les religions sont rationnelles? C'est pas rationnel, mais je deviendrai un des esprits de ma tribu. Et ça me plaît. Vous savez, après cette Alors, excusez-moi, alors qu'ici, tout docteur que vous soyez, vous risqueriez bien d'être oublié plus vite? Très vite, oui, je pense, oui, très très vite même. Mais l'énorme différence, c'est que pour toute personne, hein, chez nous, on a le culte des ancêtres. Nous, les animistes, je répète quand même que c'est la religion première. Tout le monde a commencé, toutes les civilisations ont commencé par être animistes avant d'être autre chose qu'animistes. Hein. Et les animistes, c'est le respect de tout. Animiste veut dire que tout a une âme, hein, les arbres, les animaux, tout le monde. Donc, cette religion première, moi j'adore les animistes, d'abord parce qu'ils ne se font pas de guerre de religion, jamais. Il y a eu des guerres territoriales, mais jamais de guerre de religion entre animistes. Ça, non, effectivement, j'y tiens. Et après cette émission, le plus extraordinaire, c'est ma femme qui a reçu un coup de téléphone au cabinet d'un homme du Locle qui lui disait « Après avoir entendu votre mari, je peux enfin mourir tranquille. » Je pense que ça a été la chose la plus touchante que j'ai entendue. Adnan, très brièvement, l'émission se termine, mais vous avez découvert, je dirais presque à l'improviste, c'est le hasard qui vous fait être là, cette histoire. Pour vous, le Syrien, pour vous, l'homme de la paix, en 2 mots, elle vous apprend quoi, cette histoire? Ça m'encourage de continuer sur le chemin de la paix, de fraternité, de réconciliation, et sans jamais se décourager. C'est une histoire formidable. En ce qui vous concerne, le travail continue là-bas, Majesté. Donc, il y a encore des projets, d'écoles, de toutes sortes de choses. Oui, j'ai actuellement une école en construction au travers d'une fondation que j'ai ici à Genève. Fondation dont on trouvera les références sur notre site www.tsr.ch, oui. Et alors, actuellement, l'école, on finit de construire l'école. Après l'école, on va commencer à construire ce que j'appelle un centre de soins, health center, parce que hôpital, c'est un bien grand mot, pour des gens qui n'ont aucun soin médicaux. Mais je me suis attaché d'abord à l'éducation parce que donner des soins médicaux sans éducation, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que j'ai changé les priorités. Au début, je pensais faire surtout de la santé. Maintenant, j'ai dit, je vais faire de l'éducation, on fera de la santé ensuite.
Bon, les projets sont nombreux, il me reste donc à vous souhaiter tout particulièrement longue vie et bonne chance. Merci à vous d'avoir été là, merci à vous Adnan, de votre bouquin aussi, on le trouve sur le site à cheval entre Orient et Occident. Voilà, lundi à nouveau Jean-Philippe Rapp, Zigzag Café c'est terminé. Merci à tous.